Bonjour. Au sommaire du bien commun de ce matin, la chronique de Sébastien Miller, que vous retrouverez comme chaque mardi en fin d'émission. Le dossier sera consacré à la doctrine du droit nazi, ou plus exactement, à la doctrine nazie du droit, ce qui est différent. Mais avant, l'agenda d'Harold Épineuse. Bonjour Harold. Bonjour Antoine. Et bonjour à tous. Dans l'agenda cette semaine, des nouvelles du monde à lire chaque jour sur notre supplément en ligne, agendadubienCommun.fr, nouvelles du monde mais aussi colloques et conférences à l'étranger. Et pour ce matin à la radio, un peu de lecture avec 3 livres parus récemment. Premier ouvrage, un guide pratique sur la question prioritaire de constitutionnalité qui vous permet à vous, chers auditeurs et citoyens, à l'occasion d'une instance en cours devant la juridiction française, de demander, sous condition bien sûr, si le texte de loi qu'on vous oppose est bien conforme à la Constitution, celle de 1958 et tous les droits inscrits dans son bloc de constitutionnalité. L'ouvrage répond en effet à un certain nombre de questions pratiques sur le comment soulever, plaider, traiter et juger la question prioritaire de constitutionnalité. L'ouvrage est dirigé par un professeur de droit, Dominique Rousseau, et signé de divers constitutionnalistes et avocats. Un ouvrage utile pour les juristes d'abord, mais pour tous les curieux de la question aussi et les plus pressés qui auraient une instance en cours devant les juridictions administratives. La Cour de cassation ayant décidé de son côté de marquer une pause dans l'application de la réforme, demandant à la Cour européenne de Luxembourg de décider si le processus est bien conforme aux engagements internationaux et en l'espèce européens de la France. Une question préjudicielle par-dessus une question prioritaire, voilà des affaires pas prêtes d'être jugées sur le fond. La question prioritaire de constitutionnalité sous la direction de Dominique Rousseau, publiée chez l'Extinso Édition et Gazette du Palais. On ne s'éloigne pas vraiment de la Constitution de 1958 puisqu'un nouvel ouvrage publié au PUF sous la direction de Jean Garrigue, Sylvie Guillaume et Jean-François Sirinelli s'intitule justement « Comprendre la Ve République ». Et c'est à 50 ans de pratique constitutionnelle que nous invitent les auteurs, en commençant par La France qui change sous la Constitution de 1958. Vient ensuite illustration d'un régime politique qui s'adapte, en passant par les lignes qui bougent et les acteurs qui évoluent. Il est donc question de sciences politiques plus que de droit, mais comme ce sont encore en grande partie les politiques qui font le droit, l'histoire politique de la Ve République est indissociable de la production des normes en France depuis 5 décennies. Le dernier chapitre de l'ouvrage est d'ailleurs lui consacré à l'impossible réforme, titre qui peut surprendre tant on nous a vanté les mérites de la réforme constitutionnelle de 2008. Et les auteurs de prendre dans cette dernière partie non des exemples tirés de la pratique politique, mais des questions de société, comme l'État-providence, les élites, l'immigration ou la culture de masse, autant de questions qui seraient le témoin d'une société conservatrice. Avec ou sans Ve République, la question mérite d'être posée. Dernier ouvrage de la semaine, c'est un petit ouvrage de la collection Système de la maison d'édition LGDJ L'Extinso, un ouvrage intitulé La justice politique en mutation, signé Florence Bussy et Yves Poirmeur, dans tous deux professeurs à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Comme en écho au procès de l'ancien ministre Charles Pasqua devant la Cour de justice de la République, les auteurs reviennent sur les juridictions politiques, pour eux le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la République justement, non sans oublier sur la scène internationale la nature et la fonction très particulière des juridictions pénales internationales. Mais plutôt que de critiquer ces justices politiques comme façon de déroger au droit commun et à l'égalité de tous devant la justice, les auteurs s'attachent intelligemment à décrypter les caractères d'une justice politique, ses justifications, les voies qu'elle emprunte et en particulier dans une dernière partie, tous ces critères appliqués au droit et à la justice internationale. La justice politique en mutation, c'est un peu moins de 200 pages chez LGDJ L'Extinso. Merci Harold. Nous vous proposons de revenir ce matin sur une affaire de meurtre qui aurait pu rester une banale affaire criminelle si elle n'avait revêtu une signification historique de première importance, celle de marquer la rupture du serment de l'égalité d'Hitler et donc de sonner définitivement la fin de la République de Weimar et donc de l'état de droit en Allemagne en 1932. Il s'agit de l'affaire dite de Potempa, dans laquelle des meurtriers d'un ouvrier communiste en Silésie, qui étaient tous membres de la SA, furent condamnés à mort le 22 août 1932, mais ne furent pas exécutés. C'est donc de cette affaire, et plus généralement du droit nazi,
que nous allons parler ce matin avec mes deux invités. Tout d'abord, Johan Chapoutot, qui est historien, à qui l'on doit 2 ou 3 ouvrages concernant notre sujet. Le premier, le national-socialisme et l'Antiquité, publié aux éditions du PUF, et puis l'âge des dictatures, fascisme et régimes autoritaires en Europe occidentale, 1919 et 1945, et puis plus particulièrement sur notre sujet, le meurtre de Weimar, qui est publié cette année aux éditions du PUF. Et pour en discuter avec Johan Chapoutot, Olivier Jouanjean, qui est avec nous depuis Strasbourg, ville où il enseigne le droit public, et qui est l'auteur d'un ouvrage de référence, une histoire de la pensée juridique en Allemagne 1800-1918, publié aux éditions PUF également en 2005. Les figures de l'état de droit, le Rechtsstaat dans l'histoire intellectuelle et constitutionnelle de l'Allemagne moderne, qui est un ouvrage collectif, et surtout un grand nombre d'articles portant précisément sur notre sujet. Johan Chapoutot, Olivier Jouanjean, bonjour. Bonjour. Je précise, Olivier Jouanjean, que c'est à vous que j'ai emprunté le titre de cette émission en disant, parlant de la doctrine du droit nazi ou de la doctrine nazie du droit, à tout auteur, tout honneur. Mais commençons avec vous, si vous voulez bien, Johan Chapoutot, sur mettre en contexte pour nos auditeurs cette affaire de Potempa. Nous sommes en août 1932 dans un village de Silésie. Oui, c'est un village de Haute-Silésie, un peu perdu, à peine 1 millier d'habitants. C'est la Pologne actuelle pour nos auditeurs. La Pologne actuelle, effectivement. Une région d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une dispute entre l'Allemagne et la Pologne après la Première Guerre mondiale. Ça s'était soldé par un plébiscite en 1921 qui avait scindé la Silésie, 1 tiers allant à la Pologne et 2 tiers allant à l'Allemagne. Alors, que se passe-t-il le 9 août 1932 dans ce village de Silésie ? Eh bien, c'est l'histoire d'une équipée sauvage. 9 SA se réunissent le soir dans un café d'un village voisin, s'échauffent, boivent beaucoup, jouent au billard, fument et décident d'aller casser du communiste. Il faut rappeler que l'été 1932 est un été électoral, un été politique chargé et très particulièrement violent en Allemagne, puisqu'on compte en juillet 1932 une centaine de morts violentes pour des raisons politiques, notamment dans des affrontements entre la SA et les milices communistes et social-démocrates. Qui sont des meurtres dans les deux sens, c'est-à-dire oui. De temps en temps les SA sont les auteurs, oui. Et de temps en temps ils sont également les victimes de ces opérations. Alors, pour les 100 meurtres violents de juillet 1932, avant les élections législatives du 31 juillet, vous avez 70 morts sociodémocrates et communistes, donc des assassinats perpétrés par les SA, et 30 morts SA. Donc vous avez 70% d'un côté et 30% de l'autre, donc une violence majoritairement nazie. C'est important pour notre affaire parce qu'il y aura un exemple dont se serviront les SA. Alors nous continuons les faits. Cette équipée sauvage, donc réunion vespérale et nocturne, et on décide d'aller casser du communiste, donc dans un contexte très tendu, je vous le disais, puisque les nazis viennent de gagner les élections législatives le 31 juillet. Les nazis, en même temps, ils sont frustrés de leur victoire. Parfaitement, puisque la République de Weimar ne fonctionne plus selon un mode parlementaire. La Constitution a été retournée comme un gant depuis 1930. C'est une Constitution désormais présidentialiste, qui ne fonctionne plus que sur le pivot de l'article 48 de la Constitution. Ce n'est plus le leader du parti majoritaire au Parlement qui est appelé à la chancellerie, mais un personnage appelé par le président tout court. Et ce n'est pas Hitler. Autrement dit, la stratégie légaliste d'Hitler ne porte pas ses fruits. Bref, en tout cas, été de tension, équipée sauvage, de ces gens qui sont des gens modestes, des SA, puisque vous avez un ancien policier, vous avez un électricien, vous avez surtout des mineurs, puisque la Silésie est une région minière. Ils se rendent après 2 bars dans la maison d'un militant communiste de leur village, qu'ils tirent de son lit dans son sommeil, et qu'ils assassinent avec une sauvagerie assez inouïe. 27 plaies ouvertes, 1 balle dans le poumon, mais la personne qui a été tirée de son lit n'est pas morte de cette balle, elle est morte d'hémorragie, puisqu'on lui a écrasé la carotide à coups de botte. On lui a marché dessus. Les malfaiteurs, les assassins sont appréhendés très rapidement et déférés devant un tribunal spécial créé créé le 9 par ordonnance du chancelier Papen le 9 août 1932.
C'est ça. Alors, ce qui est compliqué, et on va s'intéresser maintenant à l'argumentaire juridique. Alors, ils sont condamnés à mort très rapidement. D'ailleurs, je précise pour nos auditeurs, aujourd'hui, on se plaint des lenteurs de la justice dans notre pays, à juste titre, malheureusement. Là, ils sont jugés 13 jours après les faits, donc c'est un délai remarquablement bref, et au terme d'une loi d'exception qui venait d'ailleurs de rentrer en vigueur et pour laquelle on voulait des jugements exemplaires. Olivier Jean-Jean, il y a un argumentaire juridique. Il y a un argumentaire juridique qui proteste contre cette condamnation. Oui, il y a surtout un gros problème. Vous venez de dire que l'ordonnance était entrée en vigueur. Et rappelons les dates. L'ordonnance est signée le 9 août. Et les faits sont commis, si l'heure que j'ai est exacte, le 10 août à 1h30 du matin en Silésie. Alors, on voit l'argumentaire juridique, moi je l'ai retrouvé surtout dans la discussion qui a lieu le 2 septembre sur la question de la grâce des condamnés de Potempa et qui se déroule, c'est la réunion du cabinet Papen. Et là, la question est posée nettement de savoir si cette ordonnance peut être considérée comme étant entrée en vigueur au moment des faits, puisque il s'agit ici de savoir si le principe nullum crimen nulla poena sine lege, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime ni de peine prononçable sans une loi préalable, a été respecté. Et il est assez manifeste que non, puisque dans la discussion on dit que cela n'a même pas pu être annoncé à la radio en Silésie, donc les auteurs de l'acte ne pouvaient pas avoir connaissance de cette loi, de cette ordonnance, pardon. Donc ça c'est le premier problème et ça leur pose énormément de problèmes. Alors on se dit, et si on ne les avait pas condamnés sur le fondement de cette ordonnance d'exception que vient de signer Papen, qu'est-ce qu'on leur aurait appliqué? Et là on répond, c'est l'incrimination de Totschlag en allemand, c'est-à-dire c'est pas l'assassinat car le meurtre n'était pas prémédité, la virée punitive était préméditée mais pas le meurtre, et la peine encourue est de 5 à 15 ans de prison. D'où la discussion pour savoir si l'on commute la peine de mort en une peine de réclusion, peut-on la commuter même en une peine de réclusion à perpétuité, ce qui sera la décision prise, ou bien doit-on donner 15 ans de réclusion à tous, à quelques-uns? Il y a toute une discussion. Et moi, ce qui me semble intéressant, au-delà de l'argumentaire juridique, c'est que ce gouvernement Papen, qui est dans une situation elle-même de droit d'exception, discute encore des questions juridiques formelles. C'est ça. Car alors, le droit d'exception nazi, lui, ne discutera plus de ces questions formelles. Donc il y a droit d'exception et droit d'exception, qualitativement différents, me semble-t-il. On va revenir sur le droit d'exception, qui est bien sûr une question centrale, mais pour que nos auditeurs comprennent l'importance de cette affaire, Johan Chapoutot, en réalité, cette affaire elle marque un tournant historique parce que Hitler va prendre parti contre le droit, en quelque sorte, et c'est nouveau dans son attitude, en tout cas depuis 1924. Oui, alors Hitler, on sait qu'il a tenté une prise de pouvoir violente en 1923 à Munich, le putsch de la brasserie, ça a été un échec, comme on sait. Il n'a pas réussi à faire sa marche sur Munich comme son modèle Mussolini a réussi sa marche sur Rome. Et depuis lors, il a adopté une tactique légaliste, électoraliste. C'est-à-dire que les nazis sont convaincus que, par nécessité mathématique, ils finiront bien par avoir la majorité un jour et à prendre le pouvoir légalement. C'est une tactique qu'il a imposée, qui suscite des accords au sein du parti nazi, notamment dans la SA. La SA, c'est une troupe très imposante à l'été 1932, puisqu'elle compte à cette époque-là plus de 300 000 membres, 300 000 hommes en uniforme, disposant de leur réseau de sociabilité, disposant de leurs armes, pas de manière légale puisque c'est illégal, mais de manière cachée, leur réseau de sociabilité, leur club, leur lieu de réunion, leur éthique, leur idéologie, bref. D'ailleurs, c'est un groupe puissant puisque ça permet à plein de gens qui sont au chômage, qui sont en état de déshérence à la fois intellectuelle, psychologique et sociale, de retrouver une dignité, un uniforme, un chef, une mission, un but, un espoir, à la fois social et politique. Bref, CSA veulent une prise de pouvoir violente. Ils ont pris la mesure de l'effondrement de la démocratie parlementaire en Allemagne depuis 1930, puisque je rappelle que depuis 1930, on ne gouverne plus par le Reichstag. Mais la question, c'est comment se débrouille-t-il avec le droit? Parce que là, en quelque sorte, expliquez-nous comment ils peuvent transgresser le droit
le droit formel, le droit technique, le droit qui les a condamnés à mort, au nom du droit, au nom d'une autre légalité. C'est ça le raisonnement adopté. Tout simplement parce que les nazis considèrent que le droit n'est pas neutre, comme l'État n'est pas neutre. Ils sont assez proches des marxistes de ce point de vue-là. Ils considèrent le droit et l'État comme un instrument, non pas un instrument de classe, mais un instrument de race. Et les nazis reformulent la définition du droit en disant est juste et donc est conforme au droit ce qui sert les intérêts vitaux du peuple. Dès lors que le droit positif vient à permettre de condamner des gens qui sont des combattants du peuple, des SA qui combattent pour le bonheur de l'Allemagne et pour la dignité de la race, dès lors que le droit aboutit à cela, il est invalidé de fait. Et ce que les nazis promeuvent contre ce droit positif honni, aux mains de la bourgeoisie et aux mains des communistes, c'est soit un Notrecht, un droit d'exception, soit ils préfèrent plutôt le terme de Standrecht, c'est-à-dire de loi martiale. Ce droit que l'on rend de manière brutale et rapide, debout, Stand, qui vient de debout. C'est ça. Mais alors, Olivier Jouan-Jean, expliquez-nous, comment est-ce que vous, le juriste, le philosophe du droit que vous êtes, on arrive à faire tenir, les nazis arrivaient-ils à faire tenir un droit qui dépasse le droit? Est-ce que c'est encore du droit ou est-ce que c'est pas de la force pure? Alors, est-ce qu'on peut laisser la question de savoir si on peut encore parler d'un droit nazi, parce que moi je mets toujours des guillemets, mais c'est difficile à faire passer à l'oral. Est-ce qu'on peut la réserver un peu pour la fin, pour revenir sur cette question que vous avez posée? L'argumentaire des nazis dans cette affaire, c'est de prôner la légitime défense. Oui. Me semble-t-il. Or, formellement, ça ne tient pas, évidemment, parce que ça masque soit la vengeance, on se venge des meurtres déjà perpétrés par les communistes, qu'on a rappelé, qui n'est pas du droit, soit on pense à quelque chose comme de la légitime défense préventive, on prévient des meurtres à venir, et ça non plus, c'est pas de la légitime défense au sens du droit formel, donc tout ça ne tient pas. Mais il y a quand même de l'argumentaire. Mais ce qui est important dans cette affaire de Potempa, pour moi, c'est cette rupture avec la politique de façade légaliste d'Hitler et du parti qu'il maintient contre la SA, c'est que dans le télégramme qu'Hitler adresse aux condamnés de Potempa et dans l'appel que rappelle Johann Chapoutot dans son livre qui publie le 24 août, je crois, dans le Völkischer Beobachter, c'est-à-dire l'organe de presse du parti, au fond, ce qu'Hitler fait, c'est qu'il lève le voile sur ce qu'est véritablement derrière la façade légaliste un droit nazi, en reprenant à son compte, effectivement, l'argumentaire de l'ASA qui, lui, ne tient pas la route au regard du droit formel. Et il est pris à ce moment-là dans un engrenage. Alors, quel est cet argumentaire du droit nazi? C'est au plan formel la légitime défense. Mais comme l'a rappelé Johann Chapoutot, il y a derrière une idée plus générale qu'on va retrouver même plus tard, après 1933, jusque dans des décisions de justice, qui dit que le droit a d'abord se définit par sa finalité et donc pas par ses formes. On a un procédé de déformalisation radicale du droit. Et cette finalité, c'est la protection de l'honneur et de la race du peuple allemand. Donc, l'argumentaire est ici que, ce qu'a rappelé Johann Chapoutot tout de suite, que, en commettant ce meurtre, les SA ont agi correctement juridiquement, hors de la loi, mais d'un droit supérieur, parce qu'il y a aussi une doctrine du droit naturel nazi, mais on peut y revenir. Mais pour la protection de la race et du sang. Alors, on va revenir sur cette doctrine du droit naturel, mais à vous lire, Johann Chapoutot, on a finalement deux argumentaires qui sont sensiblement différents, et j'attire l'attention de nos auditeurs sur cette subtilité, parce qu'elle va s'avérer essentielle. La légitime défense, on pourrait dire, elle est double. Elle est contre l'ennemi qui nous agresse. On est dans un cadre militaire normal, et donc il y a les sociodémocrates, les social-traîtres, on pourrait dire, et puis les juifs, etc. Bon, il y a donc la figure de l'ennemi, mais plus insidieusement apparaît toute la rhétorique de la vermine, du virus, qui est tout à fait différente. Et expliquez-nous comment s'articule ce double argumentaire, en quelque sorte, de légitime défense. J'aimerais revenir donc sur cette notion de légitime défense abordée par Olivier Jouan-Jean. C'est l'ennemi, communiste est toujours déjà un ennemi,
par essence, si vous voulez, par substance. Biologiquement, il est déterminé à être un ennemi. C'est quelqu'un qui est inamendable. Vous êtes juif, vous ne changez pas. Vous êtes communiste, vous ne changez pas parce que vous êtes dégénéré biologiquement, qui vous conduit à être communiste. Parce que finalement, c'est une référence à l'être. Hein. Complètement. C'est une vision totalement essentialiste et figée du crime. Les positivistes italiens sont pas très loin de ce point de vue-là à la fin du 19e siècle. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le nazisme est un imaginaire de guerre. La guerre n'a jamais terminé, ce qui ne s'est jamais achevé en 1918 ou en 1919. Les nazis défendent l'idée qu'en 1914 s'est ouvert le cycle d'une troisième guerre de 30 ans. Après celle du XVIIe siècle, après celle de la Révolution française et de l'Empire, voici une troisième guerre de 30 ans qui voit l'affrontement final entre deux principes raciaux qui doivent solder leur compte. Dès lors, le droit positif doit être balayé s'il va contre la victoire finale du principe racial qui doit s'imposer. Comme s'il y avait une sorte de brutalisation du droit. Mossé a parlé de la brutalisation de la société qui caractérise d'ailleurs tout le XXe siècle et notamment la guerre 14. Mais là, on a l'impression que cette brutalisation s'étend jusqu'aux catégories juridiques. Il ne peut plus y avoir d'instance tierce, il ne peut plus y avoir qu'un corps à corps, une sorte de lutte pour la survie. Oui, et les catégories juridiques, dès lors, s'effacent si elles vont contre le combat mené par la nature. Et dès lors, j'aimerais répondre à votre question sur l'articulation avec cette notion de droit naturel. Quand les nazis parlent de loi, Gesetz, c'est très frappant quand on voit les occurrences de ce terme dans les discours des hiérarques ou dans la formalisation de la doctrine juridique. Le mot de Gesetz n'est pas employé, est employé certes au sens d'obligation légale, telle que on doit faire parce qu'on peut ne pas faire. Bon, ça c'est la loi juridique, mais est surtout employé au sens des sciences naturelles, de la nécessité naturelle. Et dès lors, le droit positif, les Gesetz, les lois du droit positif, doivent être totalement homologiques, totalement correspondre à la loi naturelle et en être que le supplétif. De même que l'État doit être le supplétif de la nature en éliminant les faibles et en consacrant les forts, de même, la loi juridique, la loi d'obligation juridique, doit être un supplétif, un auxiliaire de la loi naturelle de nécessité. Olivier Jean-Jean. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, cette subtile dualité entre l'ennemi et le passage au discours de la vermine. Parce que je pense qu'on va au-delà. C'est pour ça que je disais qu'il y a droit d'exception et droit d'exception. Le droit d'exception ordinaire, si vous me passez l'expression, c'est un droit contre l'ennemi ordinaire. Il est mis en œuvre lorsqu'il y a atteinte à l'intégrité du territoire, aux intérêts essentiels, etc. Mais là, on est au-delà de l'ennemi. Et moi, j'étais très frappé en lisant le livre de Johann Chapoutot, que le même discours de la vermine s'applique aux communistes comme il s'applique aux juifs, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de la légitime défense, mais en fait, derrière légitime défense, c'est leur argumentaire, il s'agit d'une défense contre les agents infectieux. Le lexique traditionnel des nazis pour désigner le juif, et comme le communiste d'ailleurs, c'est le lexique du parasitisme. Alors, il y a effectivement, et ça je crois que c'est un point très important, une ontologie du juif ou du communiste, ce qu'a indiqué Johann Chapoutot, et ce que vous avez dit vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le parasite ontologiquement? C'est l'être qui n'est pas un être par soi, par soi-même, il est à la fois quelque chose et rien par lui-même. Oui, et puis c'est aussi il introduit une définition double de la nature. La nature est finalement comme l'état de nature, dans le sens de l'état de nature, c'est-à-dire ce qui nous met en guerre les uns contre les autres, mais la nature prend le sens de la nature organique, de la santé, bien sûr. Et l'ennemi, celui du virus, qui est l'ennemi de la vie, et qui n'est plus l'ennemi de la communauté politique. Ou plus exactement, ces deux notions se confondent, Olivier Jean-Jean. Oui, je pense qu'on est au-delà d'un droit strictement politique, même en utilisant les catégories de Carl Schmitt, ami-ennemi, on est dans un droit qui a basculé, et c'est pour ça qu'on peut peut-être ne plus le considérer comme un droit, comme une pure technique hygiéniste.
n'est-ce pas ? On est dans le sanitaire. C'est pas le droit d'exception de la lutte contre le terrorisme, c'est le droit d'exception de la lutte contre le virus de la grippe A. Exactement. Si vous me permettez cette comparaison. Tout à fait, mais Johan Chapoutot, est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas caractériser la conception nazie du droit par un certain vitalisme, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la justification du Lebensraum, de l'espace vital, c'est-à-dire que le droit de conquête, qui est un droit très ancien et qui est d'ailleurs une référence majeure du droit international des années 20, encore, pas uniquement, mais encore. Ça veut dire, eh bien, nous avons droit de conquérir et la conquête nous donne un droit. Donc, le vitalisme, plutôt que la référence au droit naturel, nous donnerait la manière de rapatrier ces deux notions. Oui, quand vous lisez les juristes nazis, que ce soit des avocats, des juges ou des technocrates de la SS qui sont des juristes et qui écrivent, qui théorisent leurs pratiques. Ils sont très nombreux dans les SS. Ils sont très nombreux, oui. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien montré en France par Christian Ingrao dans sa thèse qui va sortir bientôt sous le titre Croire et détruire sur les technocrates juristes de la SS. La maxime qui revient le plus souvent, c'est « est juste ». Recht ist, donc est juste, donc est droit également, puisqu'il y a cette ambiguïté en allemand, et droit et juste, ce qui sert la vie du peuple et ce qui sert le développement du peuple. Et pour ce qui est de la politique internationale, c'est très clair. Les juristes nazis le disent de manière totalement assumée. La nature, c'est la victoire du fort contre le faible. Le droit international comme le droit interne doivent se conformer au dessein de la nature. Et dès lors, voilà, le droit de conquête est parfaitement justifié. J'aimerais juste, pour mettre tout cela en perspective, et ce que disait Olivier Jouanjean sur l'imaginaire sanitaire de la vermine, c'est quelque chose de très important. Il y a une confusion radicale chez les nazis entre histoire et nature. L'histoire est résorbée en nature parce que l'homme est un animal fondamentalement. On ne sort pas de là. Et par ailleurs, cette métaphore, si vous voulez, hygiéniste, médicale, sanitaire, elle est omniprésente chez les théoriciens, notamment de la police. Je pense notamment au juriste Werner Best, qui est un des très hauts cadres de la Gestapo, un général de la SS qui monte en fait la Gestapo dans les années 30, et qui, dans ses écrits, petits essais ou articles, ne cesse de répéter que les policiers, membres de la Gestapo, du SD, de la SS, sont les médecins du corps social, un corps social. On retombe sur la métaphore organiciste, mais qui n'est plus une métaphore du tout. C'est-à-dire qu'elle a des effets contraignants dans le réel. Quand vous concevez le groupe humain comme un corps, dès lors, les dispositifs médicaux y sont applicables. Oui. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr, Olivier Jouanjean. Une remarque là sur le vitalisme. Effectivement, il s'agit d'un vitalisme. Et si vous prenez les deux thèmes principaux sur lesquels écrivent les juristes, alors les professeurs de droit, eux aussi ont écrit, et pas seulement Carl Schmitt, les deux thèmes principaux sont d'abord la lutte contre le droit subjectif. Il s'agit d'éliminer. Il n'y a plus de sujet. Quand vous n'avez que des forces vitales, n'est-ce pas, vous n'avez plus de sujet. Donc vous ne pouvez plus concevoir le droit comme un rapport entre sujets. Et le deuxième thème fondamental, c'est le thème du concret. Il faut rompre avec le légalisme abstrait parce qu'il est juif, il est tout ce qu'on veut, et donc le concret. Et concret, il y a une phrase de Karl Lahrens, qui était un juriste de droit privé très important de l'époque, qui nous dit exactement le concret, ça vient de cum crescere, c'est-à-dire ceux qui croient ensemble. Donc ce qui est à la base, vous avez parfaitement raison, c'est une philosophie, si on peut l'appeler comme ça, c'est un vitalisme radical, d'où les tendances sanitaires, hygiénistes. Et un vitalisme de l'être. Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture, l'émission Le Bien Commun, qui porte ce matin sur le droit nazi avec Olivier Jouanjean et Johan Chapoutot. Olivier Jouanjean, Johan Chapoutot vient de nous dire à l'instant il vient de nous parler d'une référence au peuple et de quasiment, c'est le mot que vous avez employé, d'effets contraignants du peuple. Mais vous introduisez une autre notion qui est centrale pour comprendre le droit nazi et qui est d'ailleurs troublante, c'est le terme de communauté, Olivier Jouanjean. À la communauté, elle est partout, la Gemeinschaft. Et elle vient aussi, le thème de la Gemeinschaft qui était très commun sous Weimar de tous les côtés, n'est-ce pas? C'est pas seulement un thème de droite ou de l'extrême droite, mais chez les nationaux-socialistes, ce thème de la Gemeinschaft, de la communauté, qui est repris de la distinction célèbre de Tönnies entre Gesellschaft et Gemeinschaft, entre société et communauté, est effectivement, alors là, purement organique. Il y a une longue histoire de la
communauté, de l'organicisme dans la pensée allemande et dans la pensée juridique allemande, mais il faut éviter vraiment de tout confondre, puisque l'organicisme du 19e, par exemple, est un organicisme spirituel, éthique. On parle d'organisme éthique. Alors, chez les nazis, c'est un organisme purement racial, organique et racial. Alors expliquez-nous, Olivier Jean-Jean, quelle différence il y a entre le peuple et la communauté entendue par les nazis? Il n'y en a guère. Là. Le peuple, c'est la communauté populaire, Volksgemeinschaft. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'ils préfèrent parler. Mais la communauté, elle est un ensemble qui fonctionne sur un double principe, à la fois la Führerschaft, le chef, la chefferie, et la Gefolgschaft, la troupe de ceux qui suivent. Et là, ils prennent leur référence dans le très ancien droit germanique qu'ils ont complètement mythologisé, de la royauté militaire germanique, où il y avait, pendant la période de guerre, mais seulement pendant la période de guerre, c'est très intéressant, le chef et sa troupe. Là, ce que les juristes français du 19e ont traduit par la truste des fidèles. Bon. Et c'est ça, la communauté. Mais il n'y a pas qu'un seul Führer, il y a des Führers partout. Qui sont eux-mêmes membres de la Gefolgschaft du Führer supérieur, qui remonte jusqu'au Führer suprême. Alors voilà, le Führer suprême, oui. Et si je peux juste, pour le droit public, ou pour le droit en général d'ailleurs, ce que introduit le thème de la communauté chez les nazis, c'est la rupture avec tout le discours traditionnel des juristes de la représentation. Un Führer n'est jamais le représentant de sa communauté. Il en est l'incarnation, la Verkörperung. C'est-à-dire, parce que la représentation signifierait une distance et une séparation entre le représenté et le représentant, ce qui est absolument impensable dans l'imaginaire communautariste nazi. Donc ça, c'est très important. C'est une politique de l'identité totale. C'est ça, et de l'être identité en fusion. Voilà. De l'incorporation qui passe par l'incarnation dans le chef. C'est Claude Lefort qui a parlé du principe d'incorporation. J'y ajouterais le principe d'incarnation. Voilà, pour reprendre ce que disait Olivier Jean-Jean tout à l'heure, il a dit de manière très juste, il n'y a pas de sujet pour les nazis. C'est exactement ça. En avril 1933, Goebbels dit « Nous avons effacé 1789 de l'histoire » contre une conception du groupe humain en termes de société qui est issue de la Révolution française, donc d'associations libres, fondées sur le libre arbitre d'un sujet autonome qui aboutit à la division en classes, à la division en partis, en factions, etc. Les nazis prétendent recréer, en enjambant les siècles, et c'est une expression qu'ils emploient souvent, en enjambant les siècles, ils prétendent revenir à un état pré-révolutionnaire, bien antérieur à la Révolution française et à l'âge du libéralisme, du rationalisme, du justnaturalisme, etc. Ils prétendent revenir contre la société artificielle du libre arbitre, à la communauté organique, biologique, de la nécessité naturelle. Je ne décide pas d'être allemand, je le suis par naissance et par essence. Voilà. Et ça, c'est très important. Et donc le sujet n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'autonomie et de libre arbitre. Oui, Olivier Jean-Jean, il y a quand même une difficulté dans ce rapport entre le naturel et l'artificiel, parce que écouter Johann Chapoutot, et on pourrait croire que finalement la nature de la race est déjà là et il n'y a qu'à la laisser faire son œuvre. Or, nous sommes dans une période dans laquelle le leitmotiv, c'est la révolution nationale. Comment combiner cette sorte de contradiction majeure interne entre une race qui existe par son évidence et la nécessité de la construire politiquement? Ah mais là vous touchez au point sensible, c'est la contradiction fondamentale. Chacun a remarqué que la réalité du national-socialisme, c'était à la fois le discours Blut und Boden, du sang et de la race, et en même temps une technicisation et une modernisation technique formidable. Ce qui est et ce n'est pas seulement une contradiction, à mon avis, disons, sociale ou politique, c'est une contradiction du discours même. Il y a à la fois une grande modernité et un refus de la modernité. Oui, et regardez, par exemple, si vous prenez la doctrine de Carl Schmitt en 1934, vous trouvez exactement cette contradiction. Sa doctrine dit que le principe fondamental du droit, c'est Ordnungsdenken, c'est une pensée de l'ordre concret. Mais il ajoute aussi une pensée de l'ordre concret et de la... Alors en allemand, Gestaltung, c'est pratiquement intraduisible, c'est-à-dire l'acte de mettre en forme. La mise en forme. Cette communauté, en vérité, elle n'est pas donnée.
Il faut la faire. Et là, on utilise toutes les techniques de mise en forme les plus brutales, jusque, on le sait, l'extermination. Bon, donc c'est la contradiction fondamentale. Johan Chapoutot. Le nazisme se veut une politique enfin une réhabilitation du volontarisme. Hein, ça existait déjà à l'époque. Il s'agit de retrouver une communauté, enfin un homme et une communauté archétypale, qui sont l'homme et la communauté archaïque. C'est-à-dire que la race a existé dans sa pureté, mais les vicissitudes de l'histoire, la conjoncture, les mélanges, etc., ont eu raison de cette prime pureté, de cette pureté originelle, qu'il convient de rétablir, de refaire, à la fois physiquement, par l'eugénisme positif et négatif, et psychologiquement par la création d'une nouvelle éthique, d'un nouvel ethos du sujet nazi. Et donc il s'agit par les moyens techniques les plus modernes, notamment en termes de procréation artificielle, puisqu'il y avait des projets de la SS très ambitieux de production, même en série. C'était imaginé, ça n'a pas eu trouvé de mise en pratique, mais c'était imaginé de production en série de nouveaux individus. Retrouver donc la pureté primale, originelle, par les moyens les plus modernes, mais au service d'un projet toujours déjà là. Alors, c'est là où il faut revenir sans arrêt sur le rôle du droit, Olivier Jean-Jean, parce que vous avez étudié les juristes du Troisième Reich. D'abord, on est surpris de voir qu'ils sont aussi nombreux. On est surpris de voir qu'il y a des décisions de justice qui sont rendues par des juges qui sont pas n'importe qui sont de la grande école allemande et qui vont rédiger des jugements avec des références à la loi. Comment est-ce qu'on arrive à combiner, par exemple, cette règle qui est une canonique pour les juristes, il n'y a pas de crime et il n'y a pas de peine sans loi, avec la conception nazie du droit? Alors là, il faut détruire la règle. Ça, c'est clair. Vous savez que le principe du droit pénal, selon Carl Schmitt, c'est nullum crimen sine poena. Il n'y a pas de crime sans peine. Ce qui disparaît, c'est la loi. Le code pénal a été modifié en ce sens, puisque contrairement à ce qu'impose cette règle traditionnelle et fondamentale, il a été introduit dans la loi elle-même. Les nazis ont peu modifié le droit. On sait qu'ils n'ont pas modifié le code civil, si ce n'est le droit de la famille, bien sûr, et qu'ils ont tout transformé par interprétation. Mais le code pénal, ils ont introduit une clause générale d'interprétation et punissable tout fait qui est au fond qui est punissable d'après le sens commun, le bon sens populaire ou d'après l'esprit de la loi. Donc on a détricoté complètement la règle nullum crimen. C'est pas très rassurant ce que vous nous racontez là, Olivier Jean-Jean. C'est pas rassurant parce que ça veut dire que finalement un droit constant, un droit qui reste dans la loi identique, on peut par l'interprétation lui faire dire quasiment le contraire. Oui, c'est ce qu'avait dit Carl Schmitt, c'est les clauses générales, la bonne foi, les bonnes mœurs, sont c'est le coucou, qui vient se nicher, qui vient faire son œuf dans le nid de l'état de droit. Donc vous pouvez tout interpréter. La phrase de Carl Schmitt dit aussi nous repensons complètement tous les concepts juridiques. Donc il faut travailler sur les concepts. Les bonnes mœurs, évidemment. J'ai un exemple en tête. Vendre sa vache à un juif, c'est quand même contraire aux bonnes mœurs. Tout devient possible. Dans les années 60, il y a un historien du droit allemand qui s'appelle Bernd Rüters qui a écrit un livre qui s'appelle Die unbegrenzte Auslegung, c'est-à-dire l'interprétation infinie. Donc les juges sont restés en place et ont été invités à interpréter le droit positif existant dans le sens de la révolution nationale-socialiste et de la volonté du Führer. Et ça, ce sont des consignes qui viennent du ministère de la Justice, qui viennent de la chancellerie également, de tout interpréter et de décider en fonction de la volonté supposée du Führer. Et de fait, les juges le font de manière assez obéissante, puisqu'ils se savent menacés. C'est une caste obsidionale, les juges. Ils savent qu'ils sont méprisés par l'élite de l'État nazi, par Hitler lui-même, qui a un mépris de parvenu, au fond, vis-à-vis de ces deux aristocraties qui sont la caste de l'état-major, aristocratie plutôt de naissance, et la caste des juristes, notamment des juges, aristocratie de robe et de mérite. La robe et l'épée. Exactement. Et il a un mépris pour ces gens-là en estimant que ils ont beau avoir fait des études, ils sont totalement incompétents. Hitler est persuadé d'être le stratège génial
génial de tous les temps, et du point de vue militaire, et du point de vue juridique, il est conscient, enfin, il est persuadé d'avoir compris les lois de l'histoire, et de pouvoir se débarrasser de ce qu'il appelle Paragraphenrecht, c'est-à-dire cette accumulation de paragraphes dans des codes, dans des manuels, que plus personne ne lit. Et donc, les juristes, pour se sauver eux-mêmes, mais j'avais vu le même phénomène, si vous voulez, avec les professeurs de lettres classiques et d'histoire ancienne et de philosophie dans ma thèse sur le nazisme et l'Antiquité. Vous avez une caste qui se sent menacée et qui, dès lors, va donner tous les gages de crédibilité, de bonne volonté et de soumission aux maîtres de l'heure pour sauver tout simplement prébande, chair, poste et statut social. Mais Olivier Jean-Jean, il y a quand même ce Führerprinzip, le principe qui repose sur le Führer. Là aussi, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que tout d'un coup, le formel qui caractérise l'état de droit disparaît ou est rapatrié sous une dimension personnelle, la volonté du Führer. Absolument personnel, parce que on peut rajouter quelques petites choses. D'abord, parmi les sources du droit, donc il y a la loi, mais au-dessus de la loi, il y a d'abord le programme du Parti national-socialiste, le programme de 1920, qui est officiellement une source d'interprétation de la loi. Donc une forme d'interprétation conforme de la loi au programme national-socialiste. Ça, c'est une doctrine assez largement répandue. Ensuite, l'indépendance des juges, ça n'existe plus. Il est remplacé. C'est le discours officiel du ministre de la Justice. Ce qui caractérise le juge, c'est la fidélité au Führer. C'est-à-dire qu'on vous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les juges font partie de la Gefolgschaft, de la troupe du Führer, qui lui sont fidèles. Tout cela est justifié par un discours pseudo-épistémologique, à savoir que la neutralité du droit et le positivisme juridique ne sont plus de mise. Tout droit est un droit politique. Alors, et en outre, et alors ça c'est le couronnement, effectivement, encore une fois, dans cette confusion totale entre l'être et le devoir-être, entre la norme et le fait, ce qui est la loi suprême, c'est la volonté du Führer comme tel. Donc, et sa volonté immédiate. Donc, vous perdez toutes les formes, n'est-ce pas? Tout ce caractère formel du droit. Elle n'a même pas besoin d'être formellement déclarée. Donc, chacun y va de son interprétation de ce que veut le Führer. C'est une position purement existentielle du Führer. Vous parlez de position pseudo-épistémologique, mais oui. Là aussi, je voudrais revenir à un débat très contemporain sur la pensée de Carl Schmitt. Parce que Carl Schmitt, je ne sais pas s'il est pseudo-épistémologique, mais le fait est quand même qu'il a produit une pensée, Olivier Jean-Jean, qui reste aujourd'hui extraordinairement disputée, discutée, et peut-être pertinente. Comment expliquez-vous cela sur la personnalité particulière de Carl Schmitt, dont vous montrez dans vos écrits qu'elle est intimement liée à cette pensée du concret et à cette distanciation, voire cette détestation de la forme? Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique et le droit nazi est une politique et un droit de la pure identité, ce que signifie au fond, ce que cache le mot communauté. Et donc c'est tout le discours nazi est en lutte contre ce qu'il appelle la pensée séparatrice, Trennungsdenken, la pensée des Lumières, ce qui sépare les choses entre elles. Or, dès 28, on voit ça chez Carl Schmitt. Il dit quelque part dans sa Verfassungslehre, dans sa théorie de la Constitution, le grand débat est entre l'identité et la représentation. Et la représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, suppose une séparation. Donc la représentation, c'est quelque chose de la pensée séparatrice. Alors, la personnalité de Carl Schmitt, bon là, il faudrait toute une émission au moins. Et nous n'allons pas rentrer dedans. Une chose, quand il propose les ordres concrets, que le principe fondamental du droit, le vrai principe, c'est les ordres concrets. Il dit ça se rapproche de l'institutionnalisme d'Oriou, mais c'est un peu différent. L'expression ordre concret, c'est ça qui m'a frappé, est exactement le concept antonyme de ce par quoi Carl Schmitt caractérise le juif dans un texte odieux de 1936, La science allemande du droit en lutte contre l'esprit juif, puisque le juif est caractérisé par Carl Schmitt comme une polarité. Donc, vous voyez qu'il n'a pas d'être. Il n'a pas de consistance. Il n'a pas, comme a dit Rosenberg, de gestalt, de figure. Il est une polarité. Entre quoi? Entre le légalisme abstrait, le normativisme, pensons Kelsen, et puis le sensualisme grossier, le chaos.
Donc le juif, c'est une polarité entre l'abstrait et le chaos. Et l'allemand et le droit allemand, la pensée allemande du droit, c'est exactement l'antonyme. L'ordre contre le chaos, le concret contre l'abstrait. Et comme Carl Schmitt a dit que les concepts n'étaient pas neutres, qu'ils étaient toujours polémiques, qu'ils visaient toujours concrètement quelqu'un, il est clair que le concept d'ordre concret chez Carl Schmitt vise concrètement ce juif qui, lui, est tiraillé entre, soi-disant, le légalisme abstrait et le chaos. Cette doctrine de Carl Schmitt, ça n'est pas une doctrine d'opportunisme, c'est ma conviction. C'est ça, et d'où la nécessité d'ailleurs de rendre visible le juif par l'étoile, notamment Johann Chapoutot. Oui, alors pour cette critique du formalisme, dès 1933, et Sebastian Haffner le raconte très bien dans Histoire d'un Allemand, une autobiographie, des camps de travail, enfin des séminaires de travail sont organisés pour les jeunes juristes, les jeunes assesseurs, et on s'amuse à pendre, à ériger une potence et à pendre symboliquement le signe du paragraphe, pour montrer que c'est fini le paragraphe, c'est fini l'exégèse greffière et proche du texte et le respect du texte. Donc voilà pour le formalisme. Et pour ce qui est de l'imaginaire de la division, effectivement, quand Goebbels dit « Nous avons effacé 1789 de l'histoire », cela veut dire que les nazis ont l'ambition de retrouver l'unité fusionnelle, confusionnelle, totalement imaginaire, d'une communauté holistique qui est une communauté holistique en tant qu'elle est une communauté biologique, où l'appartenance, la mutuelle appartenance des éléments qui composent cette communauté est dictée par la nature. Dès lors, la division, ce que Olivier Jean-Jean appelle le Trennung, c'est un que les nazis critiquent, la division, l'abstraction, le formalisme, tout ce qui aboutit à dissoudre ou à diviser cette communauté doit être éliminé et radicalement éliminé. Et alors, sur l'origine, juive du droit, moi j'ai trouvé, il y a quelques années, dans le cadre de recherche sur le nazisme et l'Antiquité, des expertises raciologiques des rédacteurs des codifications théodosiennes et justiniennes. Le simple fait de codifier un droit et d'établir une norme générale qui s'appliquerait à des cas particuliers et qui donc enserrerait la vie, foisonnante multiplicité de la vie dans le carcan d'un formalisme généralisant. Cette idée-là est une idée juive et les nazis, professeurs d'histoire, professeurs de droit, le montrent en disant « Regardez, Ulpien, Papinien, ils viennent de Crète, ils viennent d'Asie mineure, ce sont des juifs. » Jamais un esprit arien romain n'aurait imaginé un tel droit. Oui. Olivier Jean-Jean, finalement, c'est là où on tombe finalement sur ce qui fait le caractère à la fois moderne et antidémocratique du nazisme, c'est cet refus de la division, c'est cette volonté de reconstituer une transcendance, mais une transcendance qui n'est plus celle de Dieu, qui est immanente et qui est immanente à la race. Oui, c'est une transcendance immanente. Mais peut-être je voudrais redire que effectivement cette affaire de la pensée séparatrice, de la lutte contre la pensée séparatrice explique bien des choses, puisque toute forme, n'est-ce pas, toute forme juridique et toute forme au sens du formalisme, à la différence de ce que les Allemands appellent Gestalt, qui est la plastique, la forme concrète, l'aspect extérieur, n'est-ce pas, mais la forme du formalisme sépare par nécessité, n'est-ce pas? La forme du procès sépare les parties, sépare le juge des parties. Donc, toute forme est une émanation de cette pensée séparatrice. Et ça me semble important. Et quant au droit romain, effectivement, le programme de la NSDAP, c'est un retour au droit germanique contre le droit romain. Le droit romain, c'est l'ennemi parce que, effectivement, dans l'imaginaire des historiens nazis et des historiens du droit nazi, ce droit romain a été enjuivé, disent-ils. Et donc, ce que vient de dire Johann Chapoutot est tout à fait exact. Johann Chapoutot, nous sommes une partie de cette affaire, et cette affaire dans laquelle vous voyez, c'est le sens de votre ouvrage intitulé Le meurtre de Weimar, et qui donne une portée historique très grande à l'affaire de Potempa. Vous faites le lien avec la nuit des longs couteaux. Vous dites il y a quelque chose d'annonciateur dans cette sortie de la légalité de ce qui va être la nuit des longs couteaux. Oui, alors c'est assez ironique cette histoire, parce que Hitler s'est fait déborder par la masse SA qui voulait prendre le pouvoir, et Röhm d'ailleurs affiche
sa solidarité avec les condamnés, les SA condamnés. Et dès lors, Hitler, pour éviter de se faire déborder, va prendre la tête du mouvement, en rompant ce que vous rappeliez tout à l'heure, le pacte de l'égalité, c'est-à-dire que Hitler avait promis que jamais, au grand jamais, il ne ferait un coup de force. Il avait tiré le leçon de 23. Bon, il prend la tête de ce mouvement. Papen, qui a voulu rétablir l'autorité de l'État par cette ordonnance d'exception du 9 août 32, finalement accepte de commuer la peine des condamnés à mort en détention. Bref, se décrédibilise complètement, et donc c'est la fin de la crédibilité de l'État de droit. Mais Hitler n'a pas, qui a la mémoire tenace, n'a pas oublié qu'on lui a forcé la main, et finalement, cette affaire va se solder le 30 juin 1934, quand Hitler lui-même, en chef mafieux, chapeau mou et imperméable sur le corps, plus va sur place. Voilà, plus revolver à la main, dirige une troupe de la Leibstandarte, c'est-à-dire la première division de la SS à l'époque, dans un séminaire estival de la SA, et fait arrêter, voire abattre sur place toute la généralité SA, qu'il élimine, puisqu'il ne veut plus désormais avoir cette espèce de kyste qui est important, puisque je vous ai dit 300-400 000 membres en 32, en 34, on est à 3 millions de membres. 3 millions de membres de la SA. Il faut éliminer cette puissance-là qui effraie l'armée, la Reichswehr, qui effraie, parce que la SA veut se substituer à l'armée, et qui effraie également la bourgeoisie qui soutient Hitler, puisque cette SA a des velléités de prolongation de la révolution dans un sens social. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour justifier et légaliser a posteriori l'assassinat des SA, Hitler fait un discours au Reichstag qui est radiodiffusé le 13 juillet 1934, où il dit en substance ceci: quand des hommes de troupes se rebellent, se mutinent, puisqu'il a invoqué un complot de la SA, supposé, quand des hommes de troupes se mutinent, on les décime. Et c'est dès lors la justification martiale, toujours militaire. Voilà, l'application d'une loi martiale contre des SA qui ont eux-mêmes. Alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que parmi les premières victimes de la purge de la nuit des longs couteaux, il y a Edmund Heines, qui est Obergruppenführer de la SA, général SA, et qui était le chef des SA de Silésie. Et c'était lui-même qui a assisté donc au procès en 1932 et qui a lui-même exprimé avec beaucoup de force son dégoût pour le droit et sa volonté d'introduire une loi martiale. Il en a été victime. Et qui était, si je ne m'abuse, l'amant également de Röhm. Il était l'amant de Röhm, oui. Mais alors, un des amants. Donc, jusqu'à Olivier Jean-Jean éliminer l'ASA ou lui confier la garde de l'ordre, ce qui est à ce moment-là la confusion et la destruction définitive de l'état de droit. Oui, mais je crois qu'au fond, dans cette affaire du 30 juin 34, et je crois qu'on doit la rapprocher comme l'a fait Johann Chapoutot de l'affaire de Potempa, il solde, oui, son acte de Potempa, mais il est pris dans une sorte de double bind, si l'on peut dire, puisque l'acte de 34 doit annoncer un retour à une sorte de légalité pour rassurer effectivement et l'armée et la bourgeoisie, et en même temps pour assurer ce soi-disant retour à la légalité qui ne se fera pas. On est obligé d'en passer par les méthodes de la SA elle-même. Donc il y a ce problème que Hitler ne peut pas gérer, mais dont on voit qu'il vient effectivement de cet acte de Potempa et de sa prise de position. Merci beaucoup Olivier Jean-Jean, merci à vous Johann Chapoutot, et je rappelle le titre de cet ouvrage, Le meurtre de Weimar, publié aux éditions des PUF. Place maintenant à la chronique de Sébastien Miller. Bonjour Sébastien. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Troisième chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 14 octobre 2009. Les faits étaient les suivants. Les parents d'un jeune homme un peu remuant habitaient avec lui un logement HLM dans un grand ensemble immobilier. La réputation du garçon n'était pas excellente. Le concierge de l'ensemble immobilier avait, selon ses dires, été victime d'une agression dans sa loge et il avait mis en cause le jeune homme, qui avait nié les faits lors de son audition par les services de police. Faute de charges suffisantes, la plainte du concierge avait été classée sans suite par le procureur de la République. La société d'HLM, qui gérait l'ensemble immobilier, souhaitait pouvoir se débarrasser du garçon et pour ce faire, elle avait envisagé de mettre fin au bail dont bénéficiaient ses parents. Elle disposait, à cette fin, d'un moyen juridique. Celui des articles 1728 et 1184 du Code civil sur les troubles du voisinage, qui impose aux locataires de jouir paisiblement des lieux loués. Et les agissements du jeune garçon avaient fourni à la société HLM la circonstance qui lui manquait.
Le jeune homme s'était en effet réuni dans un hall d'immeuble voisin avec plusieurs de ses amis. Cette réunion s'était suffisamment prolongée et avait été suffisamment perturbatrice pour que les policiers appelés par les voisins interviennent et que l'ensemble du groupe tombe sous le coup de l'infraction relative à l'occupation illégale des halls d'immeubles. Le jeune garçon avait été condamné à une peine correctionnelle. Averti des troubles et de la condamnation qui l'avait suivi, la société HLM avait alors signifié aux parents du jeune délinquant la fin de leur contrat de location en invoquant les troubles de voisinage causés par leur fils majeur qui occupait avec eux le logement. D'appel en pourvoi, l'affaire était arrivée devant la 3e chambre civile de la Cour de cassation. L'argument de la société HLM pouvait se résumer ainsi. Dans un immeuble voisin de celui qu'habitent ses parents, leur fils s'est rendu coupable de troubles suffisamment graves pour qu'il s'accompagne d'une peine correctionnelle. Ce faisant, les parents sont indirectement responsables de ces troubles et manquent de ce fait à l'obligation qui est la leur de garantir une jouissance paisible des lieux. Si la Cour de cassation a accepté le principe de l'argumentation retenue, elle n'a cependant pas considéré qu'elle pouvait s'appliquer en l'espèce, pour une raison toute simple. L'immeuble dans lequel les jeunes s'étaient réunis était distant de plus d'1 kilomètre de celui au sein duquel les parents résidaient. Les juges ont, pour cette raison, considéré que, même si les 2 immeubles appartenaient bien au même ensemble immobilier, les troubles qui avaient eu lieu dans l'un ne pouvaient fonder une action de trouble de voisinage dans l'autre. Et ce faisant, ils ont refusé, en raison de la distance qui séparait les 2 lieux, que l'infraction du jeune puisse être retenue à l'encontre de ses parents comme un trouble du voisinage susceptible de justifier la résiliation du bail. Cette décision est intéressante pour 2 raisons. Elle montre tout d'abord une stratégie judiciaire à l'œuvre, qui cherche à exploiter tous les moyens de droit pour obtenir l'effet désiré, quitte à tordre un peu la réalité et à ne pas tenir compte de la distance d'1 kilomètre qui sépare les lieux loués et ceux où le trouble s'est manifesté, alors même qu'on invoque la notion de trouble de voisinage. La décision montre ensuite l'articulation des contentieux et comment la faute pénale peut être utilisée dans le cadre d'une procédure civile et fonder ainsi la faute civile, au moins en théorie. Après, ce n'est plus, comme dans notre affaire, que l'ingéniosité du plaignant face à la rigueur du juge. Merci Sébastien. Cette émission a été préparée par Harold Épineuse et Antonin Rabec avec l'aide de Sarah Albertin et avec Sylvia Favre comme attachée de production. À la réalisation ce matin, Daniel Finot et à la technique, Mathieu Leroux. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission pendant 4 semaines sur le site de France Culture à la page Le Bien commun et l'enregistrer pendant 1 semaine.